Alors, premier chapitre de l'anthologie, enfin mon anthologie personnelle sur la loi. Hein. Le premier chapitre, c'est traite de l'élaboration et de l'adoption des lois. Alors nous constatons que la Constitution française, elle consacre plus de la moitié de ses articles, à peu près la moitié de ses articles, à définir les détails du dispositif de cette fameuse démocratie représentative, démocratie dite représentative, pour parler de l'élaboration des lois. Alors ce domaine de l'élaboration des lois, il est largement décrit en des termes d'une clarté et d'une précision millimétrique. Au contraire, d'autres domaines largement plus fondamentaux, me semble-t-il, comme par exemple la liberté individuelle ou la liberté d'opinion, qui sont volontairement au mieux laissés dans le flou, au pire qui sont ignorés. Alors, que dit la Constitution à propos de l'élaboration de la loi? Eh bien, la Constitution, elle dit que les lois sont fabriquées et qu'elles sont adoptées par un groupe de représentants élus une fois tous les 5 ans, et un groupe de représentants qui sont inamovibles pendant ces 5 ans. Elle dit également que ces lois sont modifiables à tout moment par ce même groupe de représentants, et comme la Constitution ne fixe aucun domaine ni aucune borne à la loi, comme on l'a vu précédemment, dans l'étude précédente sur la source de la loi, qu'on avait titré numéro 2, je crois, la loi peut traiter de tout sujet et s'appliquer indistinctement à tout public. A contrario, il n'existe aucune possibilité constitutionnelle d'élaborer une loi par un dispositif citoyen, et encore moins, il n'existe aucun dispositif permettant de la faire adopter par un dispositif citoyen. La seule possibilité permettant de faire valider une loi par l'ensemble des citoyens, c'est le référendum. Mais nous savons tous que le déclenchement de ce référendum, il est réservé au président de la République, à l'exclusion de tout référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne. De ce point de vue, eh bien, moi je pense qu'une constitution réellement démocratique devrait étudier un dispositif permettant d'élaborer les lois par l'intermédiaire de groupements de citoyens et de les faire valider par le suffrage universel. C'est la carence majeure de la Constitution actuelle du 4 octobre 1958 pour ce qui concerne précisément le dispositif d'élaboration des lois. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre. Alors, dans ce cadre-là, s'il y avait un tel dispositif, ça serait quel genre de démocratie de ton point de vue? Parce qu'actuellement, c'est une démocratie dite représentative. Et s'il y avait pour le peuple ou une partie du peuple la possibilité d'initier une loi puis de la faire valider par référendum par l'ensemble du peuple, ça serait une démocratie à la fois représentative et à la fois directe, ou ça serait quoi comme système? Alors, on n'a pas de nomenclature référencée, approuvée, certifiée pour nommer une démocratie plus ou moins ceci ou plus ou moins cela. Hein, voilà. Bon. On en revient toujours à cette genèse sémantique du terme démocratie qui, pour ce qui concerne la France, démarre à partir de la Révolution de 1789. À partir de la Révolution de 1789, on a dit nous avons maintenant une démocratie. Je ne vais pas reprendre mon petit topo sur Sieyès, hein, qui a dit, je vais le reprendre quand même du coup, qui a dit nous avons fait la Révolution pour que ce soit le peuple qui fasse les lois. Hein, alors voilà, on parle de l'élaboration des lois. Hein, bon. Mais nous nous rendons compte que le peuple n'a ni le temps ni assez d'instructions pour les faire, donc nous allons faire autrement. On n'avait pas prévu comme ça, mais bon, c'est hypocrite parce qu'en fait il l'avait prévu. Bref, nous allons faire ce que j'appelle moi le gouvernement représentatif. Alors, c'est le premier mot, la première expression qui a été employée, c'est Sieyès qui l'a employé, il a parlé de gouvernement représentatif. Voilà. Bon.
c'est devenu démocratie représentative parce que on avait dit c'est plus la monarchie, c'est la démocratie. Si elle s'est dit on va faire le gouvernement représentatif, on dit bon, c'est plus simple, on va faire de la démocratie représentative. Et puis petit à petit, on a enlevé le mot représentatif. Et voilà, et aujourd'hui on parle de démocratie, on parle de les démocraties. Alors dans la fameuse allocution dont jamais d'ailleurs qu'on parle, la petite allocution de 5 minutes de Macron, préalable au premier conseil des ministres de la rentrée, là, fin août, c'était le 23 août ou le 24 août, conseil des ministres qui n'est pas diffusé habituellement, et là, les caméras étaient là pour faire la petite allocution de Macron. Il a parlé, à mon avis abusivement, parce qu'il faudrait qu'il reprenne la définition du mot, il a parlé de téléologie de démocratie. C'est-à-dire que les sociétés humaines étaient... bon, il y avait une cause finale qui s'imposait, axiomatique, c'était la démocratie. Bon, on ne sait toujours pas ce que c'est que la démocratie. Alors en fait, c'est la démocratie représentative. La démocratie représentative qui est extrêmement bien décrite dans le texte de la Constitution du 4 octobre 1958, pour ce qui concerne ces mécanismes de fonctionnement. C'est exactement comment est-ce qu'on nomme les députés, ce que doit faire un député. Voilà. Bon. Donc, nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative qui est extrêmement bien décrite, dont le dispositif n'est pas ambigu du tout. Voilà. Bon. Et pour ce qui concerne l'élaboration des lois, elle est décrite dans la Constitution de 1958, et elle dit bien que l'élaboration de la loi ne sera pas faite par la multitude. Elle sera faite par la minorité. Voilà. Donc la rupture, alors s'il doit y avoir une rupture, s'il doit y avoir une bascule, parce que dans cette allocution préalable de Macron, il a parlé de bascule. Alors là, c'était un mot énorme, hein. Bon. Et nous entrons dans une nouvelle phase, il va y avoir une bascule, etc. Bon. Alors, pensez plutôt aux affaires énergétiques, hein. Mais si on imagine une bascule institutionnelle, la bascule, c'est effectivement passer d'une démocratie, alors, passer d'un système où la loi, on va être beaucoup plus précis, parce que démocratie, on a déjà parlé du fonctionnement de l'État avec un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, mais la bascule, c'est le jour où le pouvoir législatif, il est entre les mains du peuple tout entier. Là, c'est la vraie bascule. Aujourd'hui, le pouvoir législatif est entre les mains d'une minorité. Alors, on va en parler plus loin dans les autres chapitres, parce qu'on parle d'élaboration de la loi, comment elle se fait, mais il faut voir ensuite les arcanes, les mécanismes. Et donc, encore une fois, je dirais un memento, un mode d'emploi extrêmement détaillé qui s'appelle la Constitution du 4 octobre 1958. La véritable rupture, ce serait d'écrire une Constitution dans laquelle le processus d'élaboration de la loi et de fabrication, parce que élaboration, c'est même pas encore assez précis. Élaboration, est-ce que c'est uniquement l'initiative ou est-ce que c'est la finalisation? Hein? Bon. Alors si élaboration, ça comprend toutes les phases de fabrication de la loi, c'est-à-dire l'initiative, le débat et la votation finale, si ça s'appelle élaboration, la véritable rupture, c'est de faire en sorte que cette fusée à 3 étages, elle soit pilotée uniquement par le peuple. Je pense qu'au départ, lors du changement de paradigme entre l'ancien régime, la monarchie, puis le nouveau système, il était effectivement plus juste de l'appeler gouvernement représentatif ou assemblée représentative, et encore entre guillemets, plutôt que démocratie représentative qui finalement a perdu le deuxième terme de représentatif pour rester sur démocratie, parce que la démocratie, normalement, c'est justement la fabrication de la loi par le peuple, ainsi que sa validation, toujours par le peuple. Donc, dès le départ, le terme plus judicieux, plus en correspondance avec le système, le nouveau système après la monarchie, c'était bien gouvernement. Après, il faut s'entendre sur un gouvernement. Est-ce que c'est toute une assemblée ou simplement quelques ministres, etc. Représentatif. Et encore que même représentatif, il faudrait s'interroger. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement,
un véritable changement de paradigme qui correspondrait au terme de démocratie, ça serait effectivement l'initiative, l'élaboration, puis la sanction, la validation, ou pas, enfin la sanction en tout cas, par le peuple. D'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe au second point? Ben, je peux un peu prolonger cette affaire de mots. Derrière, parce que derrière cette affaire de mots, il y a une affaire d'idéologie et en fait une affaire de manipulation des peuples, manipulation des masses. Hein, bon. Effectivement, alors, démocratie représentative, il y a, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un oxymore, mais il y a une contradiction entre démocratie et représentatif. Démocratie, bon, le terme étymologique, ça vient du grec, démos et kratein, démos, le plus grand nombre, le peuple, et kratein, commander. Donc, démos kratein, c'est pas représentatif. Ou alors, il faut dire représentatif, le peuple est représentatif. Bon, voilà. Et donc, précisons, alors, personne, et l'oligocratie au pouvoir, le système au pouvoir aujourd'hui, se garde bien de préciser ces deux mots. De préciser démocratie, de dire que ça vient de démos kratein et que c'est tout le peuple, et représentatif, que c'est représentatif. Bon, c'est arbitraire de dire que c'est représentatif. Si c'est tout le peuple qui fait la loi, c'est forcément représentatif. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait la loi à la place du peuple, alors là, du coup, le mot représentatif peut prendre une signification. On va dire, nous allons prendre un échantillon représentatif. Un petit peu comme font disons les boîtes de fabrication de produits, de marketing qualitatif. Ils prennent un échantillon représentatif. Quand ils lancent un nouveau produit, ils prennent un échantillon représentatif de consommateurs, et puis là ils testent sur eux, et à partir de là ils disent bon, l'échantillon représentatif est d'accord avec ça, donc on va l'élargir au plus grand nombre. Et finalement dans la loi c'est la même chose, hein. L'échantillon représentatif pense qu'il faut édicter telle règle coercitive, et à partir de là on va l'élargir au plus grand nombre. Bon. Donc ce qui est important dans les deux mots démocratie représentative, c'est pas le mot démocratie, c'est le mot représentatif. Représentatif, et il faut expliquer, c'est représentatif, ça veut dire qu'on met en place un échantillon qu'on considère comme étant représentatif. Alors là, de quelle façon est constitué l'échantillon? Est-ce que le mode de choix de l'échantillon, le mode de désignation de l'échantillon nous garantit que ce sera représentatif? Et de ce point de vue-là, on ne peut absolument pas, rien, on ne pourra jamais démontrer que les échantillons sont représentatifs. Hein. Et c'est un principe qu'on pose. Voilà, si on fait voter les gens, ils vont désigner quelqu'un, donc ce sera représentatif. Donc la notion de représentatif est une notion qui, non pas qu'elle est arbitraire, elle contient en elle-même l'arbitraire de dire que c'est représentatif parce qu'il y a certaines personnes qui ont voté pour désigner quelqu'un. Et que ce quelqu'un, chaque fois qu'il s'exprimera ou chaque fois qu'il prendra par un vote, il traduira vraiment ce que tous les gens qui l'ont élu pensent. Or, c'est manifestement faux. Donc, la notion représentative est une notion arbitraire qui est posée comme ça et qu'on nous demande d'accepter, mais il n'y a pas de débat. Et c'est frappant d'ailleurs, faire d'en parler, qu'il n'y a pas de débat sur la représentativité, sur la notion de représentativité de ces 577 députés de l'Assemblée nationale. Alors chaque fois qu'il y a un début de débat, on va dire oui, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Comment voulez-vous faire? Bon, vous voyez bien. Alors, et on te ressort la fameuse phrase de Winston Churchill: la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que on n'a rien trouvé de mieux, donc on fait comme ça. Mais en tout cas, ça ne nourrit pas le débat, ça.
débat, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens qui font la loi, qui fabriquent la loi, sont réellement représentatifs des 45 millions de citoyens majeurs en France. Et la seule réponse, du point de vue de la recherche expérimentale, de la rigueur scientifique, c'est de dire que tout le monde y participe. Si tout le monde y participe, là, ce sera représentatif. Tout le reste, ça n'est qu'une construction d'esprit. Et c'est vrai que... qualifié d'arbitraire. Oui. Je sais pas si... Alors, je pense qu'on peut dire que le terme représentatif est arbitraire s'il n'y a pas de définition précise, s'il n'y a pas de critères à ce que signifie dans le cas précis la représentation, parce qu'effectivement, représentation, ça peut vouloir dire mille et une choses. Est-ce que c'est représentatif sociologiquement? Est-ce que c'est représentatif physiquement, du genre par exemple, il y a 51% de femmes, est-ce que ça veut dire qu'il y a 51% d'élus femmes, etc., etc. La représentation peut être sur une multitude de critères très différents, et tant qu'on ne définit pas ces critères, effectivement, on peut considérer que la représentation sans définition de critères de choix, pour dire que c'est représentatif, est arbitraire, ouais, effectivement. Après, je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas si à la fois tout le monde a envie et c'est pas si tout le monde est capable. Ça serait quoi le terme? Bon, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde a envie de participer tout le temps à la fabrique des lois, et peut-être que la démocratie, en tout cas telle que je l'imagine, c'est la possibilité pour tout un chacun de participer, pas nécessairement la nécessité de le faire. Donc peut-être sur tel ou tel sujet, on n'a pas d'avis, on n'est pas intéressé, et on laisse faire les autres, avec la possibilité de, si jamais finalement la décision qui a été prise, c'est-à-dire la loi qui a été votée, nous impacte de façon négative, eh bien on peut revenir dessus. J'avais pas d'avis, mais maintenant que ça m'impacte de façon négative, ben, j'ai un avis. Mais si ça ne nous impacte pas et qu'on n'avait pas d'avis au départ, eh bien on laisse faire ceux qui sont intéressés, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'obligation, parce que ça peut inquiéter certaines personnes, de dire, mais dis donc, démocratie, moi j'ai pas que ça à faire, en plus j'y connais rien, blablabla, tu vois, c'est pas une nécessité de participer, c'est la possibilité de pouvoir le faire. Et peut-être que par la pratique, dans le temps long, peut-être qu'au départ, si il y avait véritablement une démocratie qui se mettait en place, il y aurait peut-être un pourcentage relativement faible de gens, de monsieur, tout le monde, tout un chacun qui participe, mais avec le temps long, plus de gens voyant la pratique, voyant les conséquences, voyant l'impact réel que ça a sur l'organisation de la société, et bien de plus en plus de gens viendraient peut-être utiliser ce droit. Non, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est dans ton esprit, est-ce que c'est une obligation de participer à l'élaboration des lois ou pas? Absolument pas. Absolument. Et alors, tu viens de décrire parfaitement le dispositif de démocratie directe que nous prônons, hein, dans le cadre de notre programme de constitution en démocratie directe. Il n'y a pas une synonymie entre dire c'est le peuple qui va faire la loi et puis dire le peuple est obligé de participer à l'élaboration de la loi. Et effectivement, sans entrer dans le détail, bon, on fait pas une émission là sur les dispositifs de démocratie directe, hein, mais on peut retenir simplement une chose très simple, c'est que la loi, elle démarre d'une proposition de loi. Bon. La proposition de loi, il faut qu'elle soit faite par le peuple, c'est-à-dire une personne seule ou un groupe élargi. Il faut qu'elle soit faite, la proposition peut être faite par une personne seule ou par un groupe élargi, mais elle ne peut entrer en débat en vue d'une votation que si le projet, est approuvé par une certaine quantité. Donc il y a déjà là une notion de quota à déterminer. Bon, nous avons mis des quotas, mais ce qui compte, c'est le principe qu'une proposition, elle entre dans je dirais, la machine
à débattre et à voter que si elle est... mais peut émaner de n'importe qui. Ça, c'est extrêmement important. Et après, il faut qu'il y ait une plateforme, on imagine une plateforme qui fait que tous les citoyens peuvent avoir accès à tout moment à toutes les propositions de loi qu'il y a et mettre leur like. Voilà. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'une loi arrive en phase de débat et en phase de votation, les citoyens ne sont pas obligés d'y participer. Si les lois sont proposées par des gens qui ont intérêt à ce que cette loi soit appliquée. Bon, ça c'est la logique de base. Si ce projet n'intéresse pas suffisamment de personnes, les gens ne viendront pas voter et donc la loi ne passera pas. Alors là, il faut aussi un quota. Et il faut éviter, bien entendu, que s'il faut 1 million de signatures, par exemple, pour qu'un projet de loi entre en débat, et que ensuite ce soit la majorité de ceux qui ont voté qui passe, ça veut dire que n'importe quel lobby va pouvoir faire passer une loi, donc avec très très peu de votants. On retombe en fait dans le système actuel où on a un président de la République qui est élu avec 17% des voix. Donc il y a un deuxième niveau de quota qui fait que aucune loi ne peut être votée s'il n'y a pas un certain quota de participation. Bon, ça veut dire qu'au bout du compte, les lois qui n'intéressent personne, enfin les lois qui n'intéressent pas suffisamment de monde, on est sur le critère quantitatif là. Les lois parce que la démocratie directe, la vraie démocratie, c'est une affaire arithmétique. Hein, la loi, c'est la loi du nombre. Alors on peut ne pas être d'accord avec ça. Mais c'est la base de la démocratie directe. La démocratie directe, c'est la loi de nombre. Bon. Et donc, s'il n'y a pas assez de gens intéressés par cette loi, cette loi, elle passera pas parce qu'il n'y aura pas assez de votants. Voilà. Là, donc, le principe. Donc, aucune obligation, bien entendu, de venir donner son avis par rapport à un projet de loi qui est présenté. Et les gens savent aussi que s'ils ne viennent pas voter, ils agissent en faveur de la non-votation de cette loi. Voilà. Et que donc, ça veut dire que les lois qui sont votées, c'est vraiment des lois qui impactent le plus grand nombre. Parce qu'il faut qu'il y ait une majorité, mais il faut aussi qu'il y ait une participation importante. Voilà. Donc, c'est la fin des lobbies, c'est la fin des lois qui sont votées parce qu'il y a une minorité agissante, une minorité qui a intérêt, qui s'approche de petits groupuscules législatifs et qui lui vantent les mérites de telle et telle loi qui va permettre de faciliter le travail de telle ou telle corporation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, tu as parlé de la... Bon, ça c'est... Tu as parlé de la représentativité. Qu'est-ce que c'est que la représentativité ? Tu as parlé de représentativité sociologique. Ça, c'est très intéressant. Parce que, bon, pour la démocratie directe, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est clair. C'est le nombre. C'est le nombre indistinct. Hein ? C'est-à-dire qu'une loi particulière, intéressant simplement une petite corporation, bon, si elle n'a pas une espèce de validité éthique pour l'ensemble des... Elle ne sera pas votée. Voilà. Ça va d'ailleurs faire une diminution du nombre de lois. Hein. Bien. Mais, si on... Bon, donc on peut rejeter la démocratie directe en disant non, la loi du nombre, non, on ne veut pas. On veut qu'il y ait une minorité qui décide des lois pour le plus grand nombre, parce que cette minorité, elle est éclairée, parce que ces gens-là, ils ont le temps, ils sont intelligents, ils savent mieux que les gens ordinaires quel est l'intérêt général des gens ordinaires. Et donc voilà, notre conviction à nous, c'est qu'il faut que les lois soient votées par une minorité. Alors mettons-nous dans ce cas de figure, parce que nous, on est là pour tout étudier. Mettons-nous dans ce cas de figure. Est-ce que, si on valide au départ, si on se met dans le cas où on nous demande d'établir le meilleur schéma ou le schéma le moins mauvais possible dans le cadre d'un système représentatif. La question va se poser de savoir si celui qu'on nous propose aujourd'hui, il ne peut pas être meilleur.
Ça, c'est intéressant. Bon. C'est intéressant parce que faut pas écarter non plus le réformisme. Réformisme, pourquoi pas si on nous demande en tant que technicien des affaires constitutionnelles et législatives, on peut pourquoi pas nous solliciter pour améliorer le système de démocratie représentative. Même si, supposons que nous soyons vraiment partisans, font nous-mêmes démocratie directe, on peut pourquoi pas donner notre avis sur une amélioration du système représentatif. Et aujourd'hui, on nous dit est représentatif celui qui va être élu une fois tous les 5 ans sur disons une campagne électorale de 3 semaines, et à partir de là, pendant 5 ans, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il fera sera représentatif des 500 ou des 600 000 personnes qui ont voté. C'est une absurdité. C'est manifestement une absurdité. Et ce que font d'ailleurs les entreprises commerciales, les industries, non, ils sont pas aussi, ils sont pas, j'allais dire aussi bêtes, ils sont plus pertinents. Ils disent, nous allons créer un échantillon représentatif sociologiquement. Ça veut dire que eux, des 577 députés qui sont élus comme ça, je dirais à la volée, hein, en fonction de la cravate qu'ils ont à la télévision, ou simplement les professions de foi qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, si on va dire, oh, lui, celui-là, il a une bonne tête, je vote pour lui. C'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, il y aurait... alors, on peut imaginer plein de choses. Il peut y avoir un tirage au sort. Dans le cas des vous savez, les catégories CSP, les catégories socio-professionnelles, bon, avec tant d'ouvriers, tant de médecins, tant de trucs, voilà, bon. Et puis un tirage au sort, voilà, et on aurait nos 577 bons hommes, ce serait, voilà, une cinquantaine de médecins, une cinquantaine d'ouvriers, une cinquantaine de professeurs de français expatriés au Japon, voilà, bon, et donc, de ce il y a des propositions comme ça qui existent. Voilà. Oui, je pense que un système plus juste dans le sens de véritablement représentant l'intérêt du plus grand nombre est peut-être plus compliqué parce qu'il faut tout un tas de critères et de définitions de procédures, etc. Mais c'est pas parce qu'il est compliqué, enfin, c'est pas parce qu'il est plus compliqué que le système actuel, moins le pouvoir est partagé et plus c'est facile. Une dictature, c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus facile. Mais c'est pas parce qu'il représente un défi à l'intellect et à l'organisation de ce système qu'il faut l'exclure en disant oui, mais il y a trop de noms, le nombre est trop important, les gens ne sont pas assez éduqués, etc. Enfin, un peu tous les arguments de CIS qui sont repris et amplifiés jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas que la complexité et la difficulté soient des arguments en eux-mêmes suffisants pour dire une démocratie véritablement directe, une véritable démocratie n'est pas possible, et donc le pis-aller, c'est la représentativité. Parce que si on fait comme ça, enfin, je veux dire, c'est pas la logique dans d'autres secteurs tels que, je sais pas moi, le progrès technique, etc. Envoyer des hommes dans l'espace ou même un satellite dans l'espace, c'est très compliqué. La médecine, ça peut être très compliqué. Si à chaque fois que c'est compliqué, on dit on va faire quelque chose de plus simple, on ne se développe pas. Donc je pense qu'une société et une humanité qui mature est capable, et ce faisant, fabriquant un système plus peut-être complexe mais plus juste, se développe aussi et devient plus sophistiqué, etc. Oui, et surtout, je voulais rajouter aussi, enfin surtout, et un autre point que je voulais rajouter, c'est que je pense qu'il y a une distinction à faire dans le système véritablement démocratique que toi et moi, on partage comme idéal, c'est que d'un côté, il y a la possibilité pour tout un chacun d'initier, de proposer une loi. Ensuite, il y a un processus de débat qui doit être plus large, mais ceci peut être fait par une minorité et des gens qui ne sont pas intéressés au processus dès le départ. Par contre, il y a une distinction à faire entre ça
Et puis la sanction, oui, on est d'accord avec cette loi, ou non, on n'est pas d'accord avec cette loi, qui là, par contre, concerne un plus grand nombre de personnes. Donc les gens ne seront, les gens, je suppose, mais peut-être que j'ai tort, ne seront pas nécessairement intéressés au début de la germe d'une loi. Par contre, ils sont certainement plus intéressés en plus grand nombre, sans nécessairement que ça soit une majorité, mais en plus grand nombre par qu'est-ce qu'ils nous proposent là. Eh bien, on dit oui ou on dit non, quoi. Sur le référendum, je veux dire. Pas l'initiative, mais sur le référendum. Oui. Alors, il y a deux choses. Tu as dit deux choses intéressantes, sur lesquelles j'aimerais rebondir un petit peu. Tu dis, l'argument, la démocratie directe, c'est trop compliqué. Bon, c'est pas un argument. Alors, c'est une objection qui est faite. Démocratie directe, c'est compliqué, et on ajoute même, c'est plus cher. C'est plus coûteux. Bon. Alors, nous avons fait, dans le cadre de notre méthodologie critique, nous avons fait un inventaire de toutes les objections possibles, mais aussi des objections qui nous ont été opposées par des contradicteurs au cours des années. Et on y a répondu. Alors, plus compliqué, je vais faire simple, plus compliqué, c'est pas plus compliqué, plus cher, c'est moins cher. Donc, la démocratie directe, elle est moins compliquée, et la démocratie directe, elle est moins chère. Bon. Alors, après, une fois que tu as dit ça, nous, on est demandeurs, moi, nous, en tout cas, personnellement, je suis demandeur d'un zélateur de la démocratie représentative, ou tout au moins de quelqu'un qui dit que la démocratie directe n'est pas possible. Hein, je suis demandeur d'un débat. Voilà. Parce que une fois qu'on a... Alors, on peut, si on me donne un temps d'antenne suffisant, je vais expliquer pourquoi la démocratie directe, c'est pas plus compliqué que la démocratie représentative, par le dispositif détaillé que nous proposons. Ensuite, je vais expliquer pourquoi ce dispositif revient plutôt moins cher. C'est pas gratuit, la démocratie représentative, hein, ça coûte. Voilà. Mais après, je serai tout seul sans contradicteur. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la démonstration tant qu'on n'a pas été opposé à quelqu'un qui nous contredit, qui nous présente des arguments auxquels nous répondons par des contre-arguments et auxquels nous attendons qu'il réponde, lui, par des contre-arguments. Voilà. Ensuite, alors, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu as dit juste en dernier, là Ah oui, tu as dit, finalement, en démocratie directe, on craint que les gens ne sont pas intéressés, mais au bout d'un moment, ils seront intéressés. Bon. Je pense qu'il y a une limite au pronostic. Voilà. Et j'irai même plus loin. Il ne faut pas élaborer des systèmes en fonction de ce qu'on pense qu'ils vont produire. Il faut élaborer des systèmes sur la base de principes. On dit des principes, par exemple, la loi doit être faite par le plus grand nombre, c'est un principe. On verra bien ce que ça donne. Et dans tous les débats contradictoires que j'ai eus avec des opposants à la démocratie directe, bon, ils opposent des procès, non pas d'intention, mais des procès de ce que ça va donner, des pronostics. En disant, oui, mais si on fait ça, il va se passer ça. Oui, mais en faisant ça, il va se passer ça. Bon, d'abord, c'est le pronostic gratuit. Hein, moi, je peux dire, ben non, oui, ça va se passer autrement. Et puis, je dirais surtout, c'est pas ma méthodologie de raisonnement, mais ma méthodologie de raisonnement, c'est de partir d'un principe, d'élaborer un dispositif qui correspond à l'application, disons, aux règles d'application, qui est décliné en règles d'application opérationnelles. Bon, et puis on verra bien ce que ça donne. On a bien sûr toujours la possibilité d'apporter des correctifs
au fur et à mesure de ce que... Donc, lorsqu'on dit... oui, mais les gens viendront pas dans vos assemblées, ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Bon, d'une part, on dit, ben, on verra bien. Et puis surtout, ils oublient, les gens qui disent ça, oublient le principe qui est que la loi, le caractère, comme je l'ai dit lors de la séance précédente, le caractère universaliste de la loi, elle doit concerner et s'appliquer et intéresser tout le monde. On ne fait pas une loi pour... voilà. Alors ça aussi, c'est une question de philosophie. On ne fait pas une loi pour une petite catégorie parce que ça va l'arranger. Pas fait pour ça, la loi. La loi, c'est pas fait pour faciliter la vie des cordonniers par rapport... bon, non. La loi, c'est un truc universaliste qui établit des interdictions ou qui énonce des contraintes. Et donc... lorsque une loi sera beaucoup trop catégorielle, bon, et qu'elle n'intéressera qu'une toute petite catégorie, qui intéressera énormément, parce que cette petite loi qui a l'air de rien, ça va permettre à cette catégorie de faire des super profits, par exemple, pour employer un terme à la mode en ce moment, cette loi, elle avancera pas, elle verra jamais le jour. Donc, on sera débarrassé. Aujourd'hui, il y a 140 000 règles coercitives. Le contenu des 74 codes juridiques, ça fait en gros 140 000 règles coercitives. Bon, qui sont, on l'a vu, des voix contradictoires les unes avec les autres, etc. Donc, on est dans un maquis total de la loi qui serait, de ce point de vue, largement simplifié. Bon, il y a le caractère simple aussi de la loi. Une loi, c'est un truc simple. Les lois maintenant sont tellement compliquées que, je dirais, à l'instar et en dépassement même du raisonnement de CIS, disant l'individu ordinaire n'a pas le temps de s'occuper de faire les lois et n'a pas assez d'instructions pour s'occuper de faire les lois. Aujourd'hui, l'individu ordinaire, il est incapable de comprendre ce qu'il y a dans une loi. C'est imbitable ce qu'il y a dans les lois la plupart du temps. Or, la loi, elle doit être aussi, peut-être c'est le troisième critère que j'aurais dû ajouter la dernière fois, en disant la loi doit avoir un caractère universaliste et elle doit avoir un caractère coercitif. La loi aussi doit être compréhensible par n'importe qui, hein, par quelqu'un qui n'a pas le bac et doit être capable de comprendre la loi. Si quelqu'un qui n'a qu'un niveau d'éducation du secteur du primaire, on n'est pas capable de comprendre la loi, il y a un problème. Oui, je me souviens que quelqu'un m'avait fait une... dans une vidéo, je disais que la loi devait être simple, et il m'a dit que c'était pas simple, c'était quoi? Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait utilisé un autre mot que simple, parce que ça peut être complexe, mais ça doit être compréhensible malgré tout. Je sais plus quel terme il avait employé, mais bref. Oui, alors je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'on peut remplacer simple par compréhensible. Simple, c'est subjectif. Ce qui va être simple pour toi va être compliqué. Parce que compréhensible, ça c'est vérifiable. Tu vas dans la rue, sur un trottoir, arrête les premières personnes, tu le lis. Alors, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, le gars dit je comprends rien, je comprends pas un mot. Bon, donc c'est pas compréhensible. Là, on le vérifie par, disons, l'expérience expérimentale. Par l'expérimentation, je dirais in vitro, enfin in situ. In situ. Ouais. In vivo. Voilà, in vivo. Je dérive un peu, mais aujourd'hui je regardais la vidéo de quelqu'un que je suis et qui devait souscrire à une assurance. Et en lisant l'assurance, elle n'arrivait pas à comprendre ce que ça voulait dire, tu vois. Et c'est fait exprès, que ce soit pour les assurances ou pour les lois. On utilise un jargon et un charabia exprès pour éloigner les gens de la compréhension de la loi, quoi, dans le système actuel. Ah mais tout à fait, c'est intentionnel. C'est tout à fait intentionnel. Hein. Bon. Et nous, là, le boulot qu'on fait de décortiquer la loi, encore bon, quand on parle de la Constitution, c'est quand même des
des phrases assez simples dans les constitutions, il arrive un moment où notre contradicteur va nous dire « Mais attendez, mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14 heures l'homme ordinaire, il regarde pas. Les gens sont soumis aux lois, mais ils ne les connaissent pas. Et voilà. Bon, le désintérêt voulu, entretenu, fertilisé, irrigué. Bon, le désintérêt du citoyen vis-à-vis de la loi sert au plus haut point les desseins de la caste gouvernante, c'est évident. Tout à fait.